Professor Jean-Pierre Changeux has been selected. L'hypothèse concernant un éventuel effet protecteur de la nicotine. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. C'est une hypothèse qui est loin d'être passée inaperçue. La nicotine pourrait-elle protéger du coronavirus ? Eh bien, pour le savoir, Nicolas a passé un coup de fil à l'un des éminents chercheurs à l'origine de cette étude passionnante. On vous explique. Chaque année, le tabac tue 75 000 personnes par an. C'est peu dire que recommander la nicotine contre une maladie pulmonaire est contre-intuitif. Et pourtant, les constatations dans les hôpitaux sont là. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Oui, je vais vous raconter l'obstination d'un jeune épidémiologiste qui n'a pas du tout été pris au sérieux au départ. C'est une hypothèse qui s'appuie sur les chiffres inattendus qui sont arrivés depuis les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Et puis je vais vous raconter que la clé de l'énigme réside dans une découverte scientifique majeure qui a été faite il y a 50 ans grâce au venin de vipère. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. Cette hypothèse autour de la nicotine, on la doit à un jeune épidémiologiste têtu de la Pitié-Salpêtrière à Paris, Mierkoto Miara, qui en parle à son chef le 15 mars, et d'abord absolument pas pris au sérieux. Non, Zahir Amoura, son chef, donc reconnaît que ce jour-là, il s'est tout simplement foutu de sa gueule. À l'époque, tout le monde pense que le Covid est une maladie pulmonaire et que donc le tabac est forcément un facteur aggravant. L'idée que ça puisse protéger paraît complètement absurde. Mais le jeune médecin insiste et finalement, le dimanche suivant, le 22 mars, le professeur Amoura décide d'appeler tous ses confrères chefs de service à la Pitié-Salpêtrière pour leur demander de compter dans leur service les fumeurs et les non-fumeurs. Et les résultats finissent par tomber en fin de journée. Sur 120 malades, 5% seulement sont des fumeurs, beaucoup moins que ce qu'on pouvait penser. Dès le lendemain, donc le lundi, il est décidé à la Pitié de faire les choses plus sérieusement et de commencer à poser à tous les malades des questions sur leur consommation tabagique exacte. Et rapidement, eh bien, on a les questionnaires de 500 patients, donc hospitalisés ou pas, des chiffres qui peuvent être comparés à une population équivalente, de même âge et de même sexe. Et là, confirmation, on a 4% de fumeurs, alors que les fumeurs dans la population générale sont environ 25%, donc 4 ou 5 fois moins que ce qui était prévisible. Et pour renforcer ces premières observations, les chercheurs ont pu s'appuyer sur des chiffres totalement inattendus, ceux des hôpitaux psychiatriques et des prisons. Oui, et là, encore une fois, il y a une part de hasard. Le professeur Amoura m'a raconté qu'il était en contact avec un de ses amis qui est un des patrons de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, Raphaël Gaillard. Il lui a raconté que l'établissement psychiatrique s'était préparé au pire et avait réservé des ailes entières de l'établissement aux possibles malades du Covid, mais ça n'a servi à rien. Il n'y a eu aucun cas. Pas un seul cas parmi les malades, en revanche pas mal parmi les soignants. Et l'hypothèse qui a été retenue, c'est que les patients en psychiatrie sont généralement de très gros fumeurs, alors que les soignants, beaucoup moins. Tout ça confirmait la piste du tabac qui peut protéger. Puis sont venus ensuite les chiffres pour les prisons. Et pareil, le nombre de détenus contaminés au Covid est très inférieur à ce que l'on pouvait craindre. Et on constate que c'est aussi une population qui fume énormément. Alors, à ce stade, les médecins font une constatation, mais ça ne nous dit pas comment la nicotine pourrait protéger du coronavirus. Alors, c'est là qu'est intervenu Jean-Pierre Changeux. Lui, c'est un neurologue, une sommité mondialement reconnue pour ses travaux sur le cerveau et sur les récepteurs nicotiniques. Il est professeur au Collège de France, il est professeur émérite à l'Institut Pasteur, commandeur dans l'Ordre du Mérite, mais c'est surtout un homme qui, il y a 50 ans, a démontré que la nicotine pouvait bloquer l'entrée de certains virus dans le corps, comme par exemple la rage. À l'époque, il avait montré ça grâce au venin d'un serpent, d'une vipère. La nicotine agit un peu comme une clé qui fermerait les serrures de ces récepteurs nicotiniques que l'on a en nombre infini dans le corps. Alors, récepteurs nicotiniques, ça ne veut pas dire que ce sont des récepteurs faits pour recevoir la nicotine. Ça veut dire que ce sont des récepteurs qu'on a partout dans le corps, dans les poumons, dans le cerveau, dans le sang, dans les muscles, dans les organes digestifs. Et on les a appelés nicotiniques justement parce qu'on a découvert qu'ils pouvaient être fermés, bloqués par la nicotine. Alors, quand Jean-Pierre Changeux a entendu parler du professeur Amoura et de ses résultats à la Pitié,
je cite, il a grimpé au rideau malgré ses 84 ans, tout simplement parce que c'était le possible aboutissement thérapeutique de plus d'un demi-siècle de recherche pour lui. Et en assemblant les pièces de ce puzzle scientifique, les chercheurs ont réussi à convaincre un grand nombre de leurs confrères, jusqu'à faire naître une certaine excitation, c'est le mot, autour de leur étude. En tout cas, depuis, le vieux chercheur et le professeur Amoura de la Pitié travaillent absolument passionnément tous les deux ensemble. Ils s'envoient des mails jour et nuit. Et puis surtout, ils ont constitué toute une équipe autour d'eux avec des internistes, des addictologues, des neurologues, des pneumologues, des psychiatres. Et tous ces gens-là travaillent activement et un petit peu dans l'enthousiasme. Par exemple, à la Pitié, il y a un pneumologue connu qui s'appelle le professeur Dodd Sandberg, qui est un militant acharné contre le tabac. Si on l'écoutait, je crois qu'il enverrait tous les buralistes en prison tellement il déteste le tabac. Il a eu du mal à admettre que cette piste pouvait être intéressante, mais bon, c'est un scientifique sérieux et il a constaté comme tout le monde les choses et donc il s'est lui aussi passionné dans l'histoire. Et par exemple, c'est lui qui a donné les doses exactes de patchs de nicotine pour les études qui vont bientôt démarrer. Donc tout ça pour dire qu'il y a autour maintenant de ces travaux beaucoup d'enthousiasme et de médecins qui disent qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils partent de zéro et qu'ils sont en train de vivre une véritable aventure. Évidemment, ces travaux ont connu un écho énorme et les autorités de santé ont justement mis en garde les Français pour qu'il n'y ait pas de ruée sur les patchs à la nicotine ou sur les paquets de cigarettes. Écoutez ce que dit Olivier Véran, le ministre de la Santé. Surtout, même quelqu'un qui se dirait « je vais mettre un patch de nicotine », attention, quelqu'un qui n'est pas fumeur qui met un patch de nicotine, il va le sentir passer tout de suite. Les vomissements, les étourdissements, les malaises, certainement pas un traitement, certainement pas d'automédication, certainement pas une voie d'entrée dans la consommation de nicotine. Attention, c'est un produit addictif. Mais par contre, nous ne fermons jamais aucune porte et nous ne fermerons certainement pas celle-là, d'autant qu'elle est portée par des équipes de grands talents des hôpitaux français. Lancer une étude sur les bienfaits de la nicotine, vous comprenez bien que ça revient à marcher sur des œufs suspendus à un fil au-dessus du vide. Voilà pour l'image. C'est très sensible et d'ailleurs les chercheurs ont dû lever certains blocages, Nicolas. Parce qu'effectivement, cette idée que le tabac puisse servir à soigner est assez difficile à admettre. Et puis c'est vrai que la nicotine, c'est un véritable poison mal dosé. Ça pourrait être très mauvais. Donc c'est pour ces raisons que dans un premier temps, le professeur Amoura et le professeur Jean-Pierre Changeux ont eu du mal à convaincre qu'il fallait lancer des études sérieuses sur la question pour des raisons administratives, idéologiques, presque doctrinaires. On leur a mis des bâtons dans les roues et on leur a fait perdre du temps, un temps estimé à une semaine à 10 jours, ce qui n'est pas rien. Le 6 avril, donc, leur demande d'étude a été jugée non prioritaire par le comité Reacting de l'INSERM. C'est le comité qui juge quelles études vont être financées et lesquelles ne le seront pas. Et puis finalement, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a été alerté et Olivier Véran aussi. Olivier Véran qui a appelé Zahir Amoura le lundi de Pâques pour lui dire finalement, allons-y, lancez vos études, on va vous financer. Maintenant, les essais cliniques sont sur le point de commencer. Alors, comment est-ce que ça va se passer ? 3 études sont lancées ces jours-ci. Donc, une première sur le personnel soignant. On va mettre des patchs à des infirmières ou des infirmiers ou des médecins volontaires. Puis, il y aura une étude qui sera faite sur les malades sans gravité. Et enfin, une troisième sur les patients en réanimation. À chaque fois, ce sont des études dans les règles de l'art. Donc, vous savez, avec un groupe qui on donne de la nicotine et puis un autre à qui on donne des placebos. D'ailleurs, c'est ce qui a finalement retardé le lancement de l'étude, c'est qu'il fallait les avoir, ces patchs placebo, parce que naturellement, ça n'existe pas, des patchs nicotiniques sans nicotine. Donc, pour pouvoir faire les études sérieusement, il a fallu les commander et ils vont donc pouvoir être utilisés très rapidement. Il va y avoir environ 1700 personnes testées. Les premiers résultats significatifs sont attendus dans 2 mois, mais on aura des résultats avant. Chaque fois que 100 résultats significatifs seront connus, il y aura une communication dessus. Au bout du compte, on aura soit une nouvelle déception, c'est déjà arrivé depuis le début de cette crise, soit le premier traitement du Covid-19. L'enjeu est énorme. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Bourdin Direct Tous les matins à 7h50 sur RMC.